Un débat sur la pollution provoquée ou peut-être provoquée par les éoliennes. Alors, quel est le contexte ? Eh bien, il faut savoir que nombre d'éoliennes arrivent en fin de service, en fin de vie d'une certaine façon. Elles deviennent obsolètes et donc elles sont remplacées peu à peu par des formats beaucoup plus grands. La semaine dernière, vous nous étiez peut-être avec nous, Stéphane Dubois, président du réseau associatif Environnement Champenois, nous disait que des nouvelles éoliennes XXL présentaient des risques, comportaient même plusieurs composants dont on mesure encore mal la dangerosité et alertait sur les dangers pour les oiseaux. Je vous propose donc de l'écouter. Il parlait notamment de ce que nous dit la Ligue de protection des oiseaux. Sur l'environnement, nous, on a mis le doigt sur un sujet qui est très important et on a interpellé récemment l'ANSES et l'ADREAL à ce sujet-là. C'est que, comme toute hélice, le bord d'attaque, là où le vent frotte, s'use. Et comme vous le savez, une pale d'éolienne, c'est quand même toute la surface extérieure, ce sont que des produits chimiques, du PET, du PVC, des colles époxy. Et donc ce bord d'attaque s'usant, c'est autant de petites particules, de microparticules de plastique qui se disséminent dans les champs, dans l'air, puis dans l'eau. Donc nous, on demande à ce qu'il y ait une étude de toxicologie dans les champs d'éoliennes pour vérifier que le niveau de pollution que ces éoliennes génèrent. Voilà, alors là on parle des particules qui peuvent se disséminer dans les champs agricoles et plus généralement avoir un impact sur la santé. Et pour répondre à cela, on a choisi de donner la parole à Jules Nissen. Bonjour, vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. Vous venez d'entendre Stéphane Dubois, qui est président du réseau associatif Environnement Champenois et qui réclame d'une certaine façon des enquêtes publiques. Qu'est-ce que vous lui répondez, Jules Nissen ? Bonjour Jacques Cardos d'abord, et puis je trouve que l'imagination des gens qui ont des choses à reprocher aux éoliennes est sans limite, parce que on avait l'habitude d'entendre des critiques sur les champs électromagnétiques, sur les problèmes de bruit, sur éventuellement la mortalité aviaire, mais là j'avoue que dire que le bord d'attaque d'une pale d'éolienne peut diffuser dans la nature des particules qui sont dangereuses pour la santé, alors que dire des ventilateurs de voitures, des ventilateurs de maison, des ailes d'avion, des coques de bateau, enfin à un moment, moi je serais ravi que l'ANSES mène une étude là-dessus, mais je pense qu'elle donnera les mêmes résultats que toutes celles qui ont été menées sur les sujets précédents, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été démontré que de quelque manière que ce soit, une éolienne provoque un effet nuisible pour la santé. D'accord. Donc ce que vous nous dites, Jules Nissen, c'est que certes, il n'y a pas d'études, mais il n'y a pas. Vous avez le sentiment qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quand même, Stéphane Dubois nous dit attention sur ces bouts d'éoliennes. En fait, on peut distinguer d'ores et déjà sur la précédente génération, celle qui arrive, qui est obsolète et qui arrive en bout de vie. On constate déjà des particules qui se sont disséminées dans les champs et ces particules ne sont pas analysées. Eh bien, je suis pas certain qu'on le constate. Je pense que votre interlocuteur a émis cette hypothèse et il demande que l'ANSES mène une étude pour le vérifier. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler de ça et ça me paraît pas très réaliste quand on mesure le nombre d'éléments qui peuvent générer des pollutions dans les grandes cultures. Par exemple, il y a eu beaucoup de débats autour, notamment des pesticides récemment. Donc, je pense qu'il faut peut-être un peu relativiser les problématiques. Et puis, d'une façon plus générale, moi, on peut passer 20 minutes à discuter essayer de savoir si une éolienne est dangereuse ou non pour la santé, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir aussi à quoi elle sert dans le système énergétique. Je pense que ce serait utile qu'on échange là-dessus. On va le faire, Jules Nissen, mais je souhaitais, puisqu'il y a des choses intéressantes, mais effectivement impactantes, qui ont été dites par Stéphane Dubois, et on va d'ailleurs écouter une deuxième intervention. Cette fois-ci, il parlait de la dangerosité pour les oiseaux. Je vous propose de l'écouter. La LPO se saisit de plus en plus du sujet parce qu'il y a manifestement une problématique de mortalité de l'avifaune, malgré tous les systèmes dont nous parlent les porteurs de projets en termes d'évitement, en termes de caméras qui peuvent éventuellement repérer des oiseaux pour arrêter l'éolienne, mais vous imaginez qu'une éolienne ne s'arrête pas comme ça instantanément. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Jules Nissen, à cette inquiétude qui est née, c'est peut-être pas très clair dans ce qu'on vient d'entendre, mais du fait que les éoliennes ont des pales, et la prochaine génération a des pales qui sont d'une envergure beaucoup plus grande que la précédente, et puis il y a le bruit que cela génère, et tout ça est mis, alors là pour le coup, ça fait un petit moment que la Ligue de protection des oiseaux alerte sur ce sujet.
À peu près 20 ans qu'on installe des éoliennes, donc ça fait 20 ans qu'il y a cette discussion et vous imaginez bien que tous ces éléments sont assez documentés aujourd'hui. Je pense que vos auditeurs savent que la première cause de mortalité des oiseaux, c'est les chats. Après, c'est les pesticides et puis c'est les collisions avec les vitres d'immeubles ou de voitures. Et quand on regarde le classement, la mortalité avec des chocs sur des éoliennes, elle arrive vraiment très très bas. Bon, c'est pas parce que c'est très très bas qu'il y a zéro impact, et c'est la raison pour laquelle il existe des dispositifs qui ne garantissent pas 100% d'efficacité, mais des dispositifs que moi j'ai déjà vu fonctionner à plusieurs reprises avec des petites caméras qui détectent les oiseaux et qui arrêtent l'éolienne en quelques secondes en cas de vol. Et puis de toute façon, avant d'obtenir l'autorisation, le promoteur du projet éolien doit conduire une étude environnementale extrêmement détaillée dans laquelle sont étudiés les vols d'oiseaux, évaluer les risques. S'il y a trop de risques, le projet ne sera pas autorisé. Donc tout ça est extrêmement documenté, donc ce serait malhonnête de ma part de dire qu'il y a zéro impact, mais les impacts sont réduits au minimum, et en termes de mortalité aviaire, je pense qu'il y a des sujets que j'évoquais tout à l'heure qui sont bien plus massifs. Jules Nyssen, on est d'accord que le parc éolien ou une partie du parc arrive en fin de vie et que désormais on parle de ces éoliennes XXL. Faut pas être inquiet de ces éoliennes-là, de cette nouvelle génération. Vous avez un message évidemment plus rassurant à ce niveau-là ? Oui, je pense pas que, parce qu'on dit éoliennes XXL en mélangeant vraisemblablement les éoliennes en mer qui sont très loin des côtes avec les éoliennes terrestres. Je parle même pas des éoliennes en mer. Là, pour le moment, je parle uniquement des terrestres qui sont, nous dit-on, 1,5 fois plus hautes et plus grandes en envergure que la précédente génération. Voilà, les éoliennes actuelles font entre 120, 120, parfois 150 mètres en bout de pale. On parle là d'éoliennes qui vont atteindre 180. Il faut savoir que dans les pays européens autour de la France, on va au-dessus de 200 mètres. Et donc cette augmentation de hauteur, elle est beaucoup plus faible que l'augmentation de puissance qui en résulte. Et donc la volonté du gouvernement français, parce que tout ça est quand même très encadré à la fois par des appels d'offres et des objectifs qui sont fixés par la politique énergétique de l'État, c'est d'essayer de faire plus d'électricité avec moins d'éoliennes. Et c'est ça l'intérêt d'avoir des éoliennes nouvelles, puisque la puissance est égale au carré de la surface, enfin au carré du diamètre, puisqu'elle correspond à la surface balayée par le rotor. Donc en fait, en augmentant un peu la hauteur, on augmente beaucoup la puissance. C'est ça l'intérêt. Par ailleurs, l'aérodynamique des pales a été améliorée avec le temps, et les nuisances sonores sont plutôt réduites. Donc il me semble que l'arrivée des éoliennes nouvelle génération, elles sont pas XXL, elles sont plus grandes que les autres, mais elles vont aussi s'accompagner d'une insertion qui sera plus réussie que les précédentes. Jules Nyssen, vous restez avec nous, on va poursuivre le débat dans un instant. Vous êtes nombreux à nous appeler, on a notamment Jean-Luc d'Orange qui veut également réagir sur ce sujet, et évidemment on abordera avec vous, Jules Nyssen, l'intérêt dans le contexte d'un été caniculaire très particulier, puisque vous étiez peut-être avec nous tout à l'heure, on évoquait le fait qu'un certain nombre de réacteurs nucléaires ont dû être mis à l'arrêt, d'où la nécessité, l'importance évidemment d'augmenter aussi notre production en matière d'énergie renouvelable, ce qui peut par ailleurs poser d'autres problèmes. Vous restez avec nous, Jules Nyssen, et on revient à tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 9h20 sur Sud Radio, on parle d'énergie renouvelable et la centrale nucléaire également. Jules Nyssen, vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables, je me retourne vers vous. Vous disiez tout à l'heure, pas d'inquiétude, pas de risque avec ces nouvelles éoliennes XXL, même si vous n'aimez pas le terme, mais elles seront quand même plus grandes que les précédentes. Est-ce que pour autant vous trouvez normal qu'il n'y ait pas d'études d'impact qui soient réalisées sur ce que peuvent produire ces éoliennes ? Oui, il y a des études d'impact. Une éolienne, quelle que soit sa puissance, c'est une installation que l'on qualifie de classée pour l'environnement. Ça, c'est un terme ICPE qu'on entend parfois dans le langage courant. Donc c'est le même type de classification que pour une usine qui va faire des produits chimiques. Donc c'était extrêmement contrôlé et surveillé. Et il y a une étude qu'on appelle environnementale globale et qui doit analyser à la fois les effets sur l'environnement et également les effets de risque qui peuvent aller de ce qui peut se passer si une pale se détache, par exemple, jusqu'à des effets qu'on
comme ceux que vous évoquez. Donc moi, ces questions de santé publique n'ont jamais été démontrées. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont pu être faits sur des supposées difficultés. Ça n'a jamais été démontré par les études. Et la question des pertes de particules des pales, moi je n'en avais jamais entendu parler. Si l'ANSES fait une étude là-dessus, tant mieux. Mais franchement, je pense pas que ça soit très très réaliste. Jules Nyssen, aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent environ un peu plus de 30% de l'apport énergétique en France, c'est ça ? Alors, sur la consommation énergétique finale, c'est à peu près 23-24% de notre consommation d'énergie. Mais ce qu'il faut avoir peut-être en tête, parce que c'est ça qui est le point fondamental, c'est qu'aujourd'hui, dans ce qu'on consomme en énergie, plus de 60% c'est des énergies fossiles, du pétrole et du gaz pour l'essentiel. Et dans notre consommation finale d'énergie, on consomme que 25% d'électricité aujourd'hui. Et donc c'est bien ça la difficulté, parce que l'idée c'est d'essayer de réduire la consommation d'énergie fossile pour deux raisons, des raisons climatiques qui sont inutiles à détailler compte tenu de l'actualité malheureusement, mais aussi pour des raisons de souveraineté énergétique, parce qu'en étant dépendant comme nous le sommes du gaz et du pétrole importé, on voit bien comment la géopolitique influe sur tout ça. Donc pour essayer de se débarrasser de ces énergies fossiles, la France a une chance, c'est qu'elle dispose de beaucoup d'électricité, donc il faut qu'on arrive à électrifier davantage les usages. Et on l'a vu cet été d'ailleurs, d'une façon qui était un peu inattendue parce que c'est arrivé de façon très brutale avec les vagues de canicule, notamment la climatisation qui a été utilisée très fortement pendant tout l'été, et on peut faire l'hypothèse que l'été prochain ça le sera encore plus, qui augmente considérablement les besoins en électricité. Donc c'est face à ça qu'il faut amener des réponses, de la même manière que le parc automobile électrique est en train de se développer, qu'on voit des industriels en train d'électrifier leurs usages. Et tout ce qu'on arrivera à électrifier, ce sera du pétrole et du gaz en moins. Donc si on veut électrifier, il faut aussi qu'il y ait de l'électricité disponible. Et pour ça, il faut qu'on mobilise tous les moyens de production. Alors historiquement, la France produit de l'électricité avec du nucléaire et de l'hydroélectricité. Et puis petit à petit, ça a été complété avec des éoliennes et des panneaux solaires. Mais on voit bien qu'on a besoin de tout. Et moi, ce que j'aimerais dire ici, parce que c'est complètement en lien avec le message que vous avez passé juste avant, c'est que ce qu'on observe en ce moment, c'est que les moyens traditionnels, c'est-à-dire les centrales thermiques qui ont besoin de l'eau des rivières pour se refroidir, ou l'eau de la mer pour se refroidir, ou les barrages hydroélectriques, quand il fait très chaud, quand on est dans des périodes de canicule ou de sécheresse, leur productivité est affectée. Pas de façon complète, mais leur productivité est affectée. À l'inverse, les panneaux solaires, par exemple, ils produisent de façon à fond, à 100% pendant la journée, parce qu'il y a beaucoup de soleil, on a des moyens de stockage, et l'éolien intervient dans les périodes de vent. Et donc, au fond, on a tout à gagner à avoir un système qui repose sur de multiples filières, de façon à être résilient. Si on est dépendant que d'une seule source, regardez ce qui se passe dans certains pays de l'Europe de l'Est, où il y a que une ou deux centrales nucléaires qui assurent l'approvisionnement d'une très grande partie de la production d'électricité. Quand la centrale est en difficulté, c'est tout le système qui est en tension. Oui. Nous, on a la chance de pas en être là, mais on a besoin de diversifier notre parc de production électrique, et c'est ça l'intérêt des éoliennes notamment. Jules Nyssen, de votre point de vue, il faudrait arriver à quelle répartition très exactement ? Aujourd'hui, vous dites qu'on est plus proche de 75-25. Il faudrait quoi ? Il faudrait que ce soit 70-30. Je dissocie bien entendu l'énergie nucléaire des énergies renouvelables. Alors, en fait, il y a un certain nombre d'organismes qui ont fait des études pour essayer de regarder comment on peut se projeter d'ici 2050 en termes de mix énergétique. Et l'idée, c'est de se dire qu'au fond, le système électrique français, il serait assez confortable avec 50% de production d'électricité nucléaire et 50% avec l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Ça, c'est la chose vers laquelle on peut imaginer tendre. Alors après, on peut bouger ces pourcentages. Ça n'a pas une importance fondamentale. Mais ce qui est important, c'est de conserver un système diversifié. Nous, au syndicat des énergies renouvelables, on n'est pas du tout opposé au nucléaire, mais on attire simplement l'attention sur le fait qu'on a besoin de cette diversification, vraiment pour des questions de sécurité, de résilience du système électrique. Si demain ça devient l'élément central de l'électricité de notre approvisionnement énergétique, on a besoin de vraiment sécuriser la production d'électricité. Jules Nyssen, vous restez avec nous, on va faire intervenir deux auditeurs. D'abord Claude qui est à Arcachon. Bonjour Claude, soyez la bienvenue sur l'antenne de Sud Radio. Vous avez changé d'avis ou vous continuez de vous interroger sur l'impact que peuvent avoir ces éoliennes ? Alors bonjour.
Alors, moi, je me pose 3 questions, si vous voulez, par rapport à ce que j'entends. La première question, alors je reviens vite fait sur les oiseaux. Quand il y a des oiseaux migrateurs qui passent le détroit de Gibraltar en Espagne, ils arrêtent les éoliennes, puisqu'il y a un champ d'éoliennes énorme, pour le passage des oiseaux migrateurs. Donc je ne pense pas que mon cheval soit responsable de quoi que ce soit par rapport à la mortalité des oiseaux. Ça, c'est le premier point. Donc quand on me dit qu'il n'y a pas d'impact, je suis pas si sûre que ça. La deuxième chose, on sait tous que lorsque les éoliennes ne fonctionnent pas, de façon à ce que les pales continuent, si vous voulez, à fonctionner, on arrête une partie du système nucléaire français pour alimenter l'électricité des éoliennes. Deuxième chose. Et ça, c'est reconnu, si vous voulez, par rapport à justement à la fameuse PP, je sais plus quoi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose se pose en Allemagne, que quand même le leader, j'allais dire, en éolien, qu'est-ce qu'on fait des tonnes de béton quand les éoliennes sont obsolètes. Et ça, c'était un reportage sur Arte où justement les Verts allemands alertaient sur cette problématique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on me parle d'éoliennes, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on ne parle pas justement de l'après-éolien. Oui, voilà. Merci Claude, effectivement, et c'est une question déjà sur laquelle qu'on avait abordé, la question en fait de la quantité de produits qu'il faut engloutir d'abord pour construire et ensuite pour retraiter. Et aujourd'hui, je me tourne vers vous, Jules Nyssen. Qu'est-ce qui est fait en matière de retraitement de déchets lorsque l'on a construit et élaboré des parcs éoliens qui deviennent obsolètes? Qu'est-ce qu'on en fait après? Eh bien, il y a une obligation légale de recycler 95% de la masse totale. Mais bien sûr qu'on le fait vraiment. On le fait vraiment, et les développeurs déposent une garantie en fait au moment de construire leur projet pour être bien certains qu'ils ont provisionné les moyens qui permettront de faire ce démantèlement. Et ensuite, à l'exception des pales sur lesquelles il y a des évolutions technologiques qui visent à essayer d'améliorer la recyclabilité, parce que pour l'instant, comme l'indiquait d'ailleurs votre auditeur la semaine dernière, votre interlocuteur la semaine dernière, c'est encore assez compliqué à faire, mais tout le reste se recycle parfaitement, y compris le béton et l'acier des fondations. Ça se concasse, ça sert à faire d'autres matériaux de construction. Donc l'obligation du développeur, c'est de rendre le terrain exactement dans l'état où il l'était au moment de l'installation du parc. Et ça se fait y compris dans les parcs en renouvellement, puisqu'on doit refaire les fondations. Donc ça peut se constater facilement. Jules Nyssen, vous restez avec nous. On va prendre un autre auditeur. C'est Jean-Luc qui est à Orange, ancien ingénieur dans le nucléaire. On vous écoute, Jean-Luc. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai une remarque concernant la programmation pluriannuelle de l'énergie, numéro 3. Qui a été adopté par décret sans débat parlementaire en février de cette année, et qui définit la politique énergétique de la France jusqu'en 2035. Il y a un développement massif et rapide des parcs éoliens en mer qui se base sur des hypothèses de consommation qui me paraissent, ainsi qu'à l'Académie des sciences d'ailleurs, un peu irréalistes par rapport à ce qui se pratique effectivement. C'est-à-dire que les projets de transition de chauffage par combustible en pompe à chaleur sont multipliés par 10 dans cette hypothèse, et à l'avenant pour les véhicules électriques. En plus, pour assurer pour éviter un blackout, il faut que des moyens pilotables puissent permettre de compenser en cas de manque de vent. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jean-Luc? Vous voulez dire que les calculs minorent ou au contraire voient trop grand? Les données d'entrée de la PPE 3 me paraissent largement surestimées quant aux besoins électriques dans les 10 ans qui viennent. D'accord. On constate actuellement plutôt une baisse de la consommation électrique, qui s'explique très simplement par l'augmentation des coûts. Donc vous vous étonnez de cette façon de voir les choses. On va entendre la réponse de Jules Nyssen, peut-être que vous avez. Alors vous n'êtes pas responsable en l'occurrence, mais c'est juste intéressant d'avoir votre point de vue quand même d'expert sur cette question-là.
Oui, bien sûr. Je voulais juste corriger deux choses qui a été dites par votre auditrice précédente. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'impact sur les oiseaux, mais qu'ils étaient minimisés. Effectivement, il arrive d'arrêter des parcs éoliens pour laisser passer des vagues d'oiseaux qui migrent. Et d'autre part, il est totalement faux de dire que quand on arrête une éolienne, elle a besoin d'être électrisée. En réalité, on arrête l'éolienne quand il y a un besoin technique de maintenance ou de protection d'oiseaux. Et à ce moment-là, elle ne consomme plus rien. Elle est inerte sur le réseau. Bon, pour en revenir à ce dernier point, c'est vraiment le sujet le plus intéressant. Soit on essaie de laisser les choses continuer comme on fait. Il n'y a aucune raison qu'on sorte d'un système énergétique qui est dominé par les fossiles. Ça veut dire donc on accepte l'idée d'être dépendant des conflits au Moyen-Orient et on accepte aussi de continuer à émettre des gaz à effet de serre. Et puis après, il y a une alternative, mais qui est pas facile et qui consiste à se dire, mais c'était l'idée de l'accord de Paris, comment on fait pour essayer d'arriver à une forme de neutralité carbone, pour réduire les émissions de CO2, à la fois pour le climat et pour l'indépendance énergétique. Et la solution, elle est multiple, mais elle est principalement liée à l'électricité. Et ça suppose de pratiquement doubler la consommation d'électricité. Et donc, le point important, c'est que c'est pas une tendance. C'est un objectif, et c'est un objectif politique. Donc c'est un vrai sujet important, et j'espère qu'il sera au cœur des débats de la campagne présidentielle à venir. Est-ce qu'on a envie de faire en sorte que notre pays retrouve de la souveraineté énergétique? Pour ça, il a un bien tout à fait stratégique dont il dispose en abondance, c'est l'électricité. Il faut qu'on en profite en avance de phase sur nos voisins, mais c'est pas facile. Ça veut dire changer des outils de production, des habitudes du quotidien, mais c'est la liberté qui est au bout de tout ça, et je pense que toutes les installations de production d'électricité concourent à cet objectif. Merci beaucoup Jules Nyssen d'être intervenu sur Sud Radio. Vous êtes président du syndicat des énergies renouvelables. C'est un débat extrêmement riche qu'on aura l'occasion de reprendre, j'en suis sûr. Dans un instant,